Mon père m'a envoyé un texto, ne nous contacte plus. Tu es seul maintenant. Ma sœur a mis un like. J'ai répondu, parfait. J'annule les virements demain. À minuit, leur panique a explosé, et une guerre familiale que je n'avais jamais voulu a commencé. Mais la vérité derrière leur trahison était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Bonjour à tous, et bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter est intense, elle est réelle, et elle a changé ma vie pour toujours. Avant de plonger dans les détails de cette semaine infernale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. Je m'appelle Aurélien, j'ai 29 ans. Ce mardi soir-là, l'air de la laverie automatique du quartier Bouffay, à Nantes, était lourd et humide, saturé de l'odeur chimique de l'adoucissant. Le tambour de la machine à laver tournait dans un ronronnement hypnotique, un bruit blanc qui normalement aurait dû m'apaiser. Je pliais machinalement une pile de t-shirts chauds, le regard perdu dans le balai mécanique des vêtements. Il était 19h12. Mon téléphone a vibré sur le dessus d'un sèche-linge, un son strident qui a percé la monotonie ambiante. Je l'ai attrapé distraitement, m'attendant à un message de Manon, ma petite amie, ou d'un collègue. Mais le nom qui s'est affiché était « Papa ». Mon cœur a eu un soubresaut. Mon père n'écrivait jamais, il appelait. Surtout pour se plaindre. Le message était court, brutal. 10 mots, froid comme l'acier. Ne nous contacte plus. Ne reviens plus. Tu es seul maintenant. J'ai relu. Une fois. 2 fois. Les mots ne semblaient pas s'assembler correctement dans mon esprit. C'était comme lire une langue étrangère que je ne comprenais que vaguement. La chaleur des t-shirts dans mes mains s'est évanouie. Un froid glacial m'a envahi, partant de ma poitrine pour se répandre dans mes membres. La laverie, soudain, semblait plus petite, les murs plus proches. Une seconde plus tard, sous le message, une notification est apparue dans la conversation de groupe Famille Blanchard. Ma sœur, Justine, venait de réagir au message de mon père. Avec un pouce levé. Un simple like. Ce pouce bleu, ce petit symbole anodin, a été la détonation. Ce n'était pas le message de mon père qui m'a brisé. C'était ça. Ce like. L'approbation silencieuse, presque joyeuse, de ma propre sœur à mon bannissement. C'était la goutte d'eau. La goutte d'eau qui a fait déborder un vase que je portais à bout de bras depuis plus de 10 ans. Un millier de réponses ont pris forme sur ma langue comme des nuages d'orage. J'aurais pu écrire un paragraphe sur la loyauté. J'aurais pu lister les dates, les virements bancaires, les appels tard dans la nuit où Justine me suppliait de l'aider à payer son loyer. J'aurais pu demander si c'était une blague, si maman était à côté de papa, hochant la tête en signe d'approbation. Au lieu de ça, j'ai regardé mes pouces bouger, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus stable, de plus froid. Parfait. J'annule les virements automatiques des 2 mains. Envoyé. Pendant un instant, le seul son fut le ronronnement de la machine. Puis j'ai senti le changement. Pas dans l'air. Dans le fil de la conversation. Les 3 petits points de frappe sont apparus. Ont disparu. Sont revenus. Puis, le silence a explosé en une sonnerie stridente. Le téléphone s'est mis à vibrer sans s'arrêter, dansant sur la surface métallique du sèche-linge. Maman. J'ai ignoré. Papa. Ignoré. Justine. Ignoré. Les appels manqués s'empilaient les uns sur les autres comme un jeu de cartes frénétique. Puis les messages ont commencé à pleuvoir. Des rafales de haine et d'incompréhension. Maman, Aurélien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Papa, c'est quelle façon de parler à ta famille, ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Justine, tu nous menaces sérieusement? Pour une histoire d'argent? C'est pathétique. Menacé. J'ai failli rire. Comme si je n'avais pas payé leur abonnement Internet depuis que ma sœur, créatrice de contenu, avait décrété qu'il lui fallait la fibre pour ses projets. Comme si les factures d'électricité, d'eau et de gaz ne se payaient pas comme par magie depuis mon compte à la fin de chaque mois. Comme si je ne faisais pas leurs courses 2 fois par semaine,
prétextant que j'aimais le rituel de ranger de la nourriture que je ne mangerais jamais. Si j'étais calme, c'était parce que je m'étais entraînée à être calme pendant des années. Calme quand mon père a annoncé qu'il était fatigué de l'âme et qu'il prenait sa retraite anticipée à 55 ans. Calme quand ma mère l'a suivi 6 mois plus tard pour trouver sa paix intérieure. Calme quand Justine pleurait au téléphone à minuit parce que ses partenariats ne payaient pas son loyer. Le calme était un masque. Un masque qui empêchait la pièce de prendre feu. J'ai retourné mon téléphone, face contre la machine, et j'ai continué à plier mon linge. Le bruit de la sonnerie était étouffé, une vibration sourde qui se propageait dans le métal. Je me suis souvenu. J'avais 18 ans, je venais d'avoir mon bac. J'avais 5 000 € de côté, économisés depuis mes 16 ans pour l'acompte d'une école de design. Un soir, mon père s'est assis à côté de moi, l'air grave. Il avait des ennuis, une mauvaise dette. Il avait besoin d'aide. Juste temporairement. Je lui ai donné l'argent. Je n'ai jamais revu la couleur de cet argent, et j'ai dû prendre un prêt étudiant et travailler tous les week-ends pour payer mes études. Ce soir-là, il m'avait dit, « Tu es notre fierté, Aurélien. » Si responsable. Responsable. Le mot avait un goût amer maintenant. Le bruit du tambour s'est arrêté. J'ai mis mon linge dans mon sac, j'ai laissé le téléphone vibrer sa fureur, et je suis sorti dans la nuit fraîche de Nantes. Je ne savais pas encore que ce simple message allait déclencher une guerre, et que la vérité était bien plus sombre que tout ce que j'avais pu imaginer. J'ai passé le trajet du retour en silence, la musique de la radio à peine audible par-dessus le bourdonnement furieux dans ma tête. Arrivé dans mon petit appartement près de l'île de Nantes, j'ai éteint mon téléphone. Pas en mode silencieux. Éteint. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un silence total. Un silence qui n'était pas l'absence de bruit, mais la présence de paix. J'ai mangé un yaourt devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville se refléter sur la Loire. Je n'ai pas pleuré. J'étais juste vide. Épuisé. Le lendemain matin, le réveil a sonné à 6h30. Avant même d'avoir pu l'éteindre, mon téléphone, que j'avais rallumé par réflexe, a vibré. Un seul appel. Pépé Henri. Mon grand-père maternel. Aurélien, sa voix était rocailleuse, comme toujours le matin. Viens à la maison. Maintenant. Il n'y avait pas de place pour la discussion. J'ai enfilé un jean et un pull, sans même regarder les couleurs, et j'ai pris ma voiture. Le ciel était encore d'un gris violacé, la ville à peine réveillée. J'ai traversé le pont et j'ai roulé vers Rezé, la banlieue sud où mon grand-père vivait depuis toujours. La maison sentait le café fort et le bois ciré. Il était déjà à la table de la cuisine. 2 tasses fumaient. À côté de la sienne, un grand dossier en carton de couleur manille, épais comme un petit livre. « Assieds-toi » a-t-il dit, sans même un « bonjour ». J'ai obéi. Mes yeux étaient fixés sur le dossier. « Qu'est-ce que c'est, Pépé ?» L'histoire, a-t-il répondu. Et une porte de sortie. Il a poussé le dossier vers moi. Mon nom n'était pas dessus, mais ma vie était à l'intérieur. La première page était un acte de propriété. Plus ancien que le compte Instagram de ma sœur, plus ancien que mon prêt étudiant. L'adresse en haut de la page était celle de la maison de mes parents. La maison avec le grand érable dans le jardin et la fenêtre de la salle de bain qui grinçait. J'ai tourné les pages. Des documents notariés. Des relevés de taxes foncières. Des lettres d'un cabinet d'avocats. Mes yeux lisaient sans comprendre, jusqu'à ce qu'une ligne s'impose à moi, nette et cruelle. Propriétaire enregistré, Henri Blanchard. J'ai levé la tête. Mon grand-père me regardait, ses yeux bleu clair ne sillant pas, ils n'en ont jamais été propriétaires, a-t-il dit, sa voix douce mais finale. Pas un seul jour. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. La pièce semblait tanguer. Mais, ils ont toujours dit que la maison était. Je n'ai pas pu finir la phrase. Il y a 12 ans, a continué Pépé Henri, ton père a perdu son travail. Je sais la vraie histoire, pas celle qu'il raconte. Il n'a pas démissionné, il a été licencié pour faute. Ils étaient au bord du gouffre. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient rester ici quelques mois, le temps de se remettre sur pied.
Il a pris une gorgée de café. J'ai dit oui. C'est ma fille, après tout. Ton père, c'est une autre histoire. Mais ta mère? J'ai cru qu'il se relèverait. Mais les mois sont devenus des années. Ils n'ont jamais payé un centime de loyer. Jamais. Il a tapoté le dossier. J'ai payé les grosses réparations. Le toit, la chaudière. Mais la taxe foncière, les factures, quand tu as commencé à travailler, ils t'ont dit que c'était à toi de participer, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, incapable de parler. La gorge nouée. Participer à quoi? À leur vie gratuite? Une vague de honte et de colère m'a submergée. La honte d'avoir été si aveugle. La colère d'avoir été si exploitée. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Pépé? Sa mâchoire s'est contractée. Il a détourné le regard vers la fenêtre, et pour la première fois, j'ai vu de la douleur dans ses yeux. Parce que j'avais honte, Aurélien. Honte d'avoir laissé la situation pourrir à ce point. Honte de voir ma propre fille et son mari se comporter comme des parasites. J'espérais toujours qu'il changerait. Que l'amour d'une fille pour son père l'emporterait. J'ai eu tort. L'amour de ta mère pour son confort était plus fort. Il m'a regardé à nouveau. Ta gentillesse, mon garçon, ils l'ont prise pour une faiblesse. Mon silence, ils l'ont pris pour une approbation. Hier soir, quand tu m'as transféré leur message, j'ai su que c'était fini. Qu'il était temps de corriger mes propres erreurs. Il a ouvert le dossier à la dernière page. Une lettre recommandée. Notification d'expulsion sous 60 jours. Datée, signée, prête à être envoyée. Il a poussé le dossier vers moi. Maintenant, nous corrigeons mes erreurs, a-t-il dit. Sois prêt. Quand les rats sont acculés, ils mordent. La lettre recommandée est partie le matin même. Pépé Henri l'a postée lui-même, un geste solennel, comme s'il fermait un chapitre de sa propre vie. Nous savions que l'explosion n'était qu'une question de temps. Elle est arrivée 48 heures plus tard. Mon téléphone, que j'avais gardé en mode « ne pas déranger », s'est illuminé d'une notification Instagram. C'était une story de Justine. Mon doigt a hésité, puis a cliqué. La vidéo tremblait légèrement. Elle se filmait en mode selfie, marchant dans le jardin de la maison. Ses yeux étaient rougis, sa voix était pleine de sanglots maîtrisés, une performance qu'elle avait perfectionnée au fil des ans pour ses vlogs émotionnels. Je ne sais même pas quoi dire, a-t-elle murmuré, balayant la caméra pour montrer la façade de la maison. Cet endroit, tous nos souvenirs d'enfance. On vient de nous dire qu'on doit partir. Qu'on est jeté dehors. Par notre propre famille. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle était trop maligne pour ça. Elle a laissé le flou artistique faire son travail. En légende, juste 2 mots, cœur brisé et le hashtag famille brisée. En quelques heures, la tempête a éclaté. Les messages de soutien ont afflué sur son profil. Courage, ma belle. C'est honteux. Comment peut-on faire ça à ses propres parents? L'argent rend les gens fous. Reste forte, Justine. Puis ma mère, Sylvie, a ajouté sa pierre à l'édifice. Elle a partagé une vieille photo de famille sur Facebook, une de ces photos de Noël un peu kitsch où tout le monde porte un pull moche. Sa légende était un chef-d'œuvre de manipulation passive-agressive. On sacrifie toute une vie pour ses enfants, on leur donne tout, on leur apprend des valeurs, pour qu'au final, ils vous poignardent dans le dos pour une histoire de murs et de briques. La déception est immense, mais notre amour de parents reste inconditionnel. Le mensonge était si énorme, si audacieux, que j'en ai eu le souffle coupé. Il ne se contentait pas de nier la vérité, il la réécrivait. Il se peignait en martyr, et moi, par omission, en bourreau cupide et sans cœur. Les commentaires sous la publication de ma mère étaient encore pires. Des voisins, des amis de l'église qu'ils n'avaient pas vus depuis des années, des cousins éloignés. Tous unis dans leur indignation vertueuse. C'est dégoûtant, Sylvie. Tenez bon. Quel enfant ingrat. On est avec vous de tout cœur. J'étais assis sur mon canapé, regardant ce tribunal populaire se déchaîner sur mon téléphone. J'étais devenu le méchant d'une histoire que je n'avais pas écrite.
Chaque commentaire était comme une petite pierre lancée dans ma direction. La colère montait en moi, chaude et amère. Je voulais répondre. Je voulais hurler la vérité à la face de tous ces inconnus. Leur dire que ces pauvres parents vivaient gratuitement depuis plus d'une décennie. Leur dire que leur fille courageuse me devait des milliers d'euros. Leur dire que l'enfant ingrat était celui qui avait payé pour que les lumières de cette maison restent allumées. Je me suis arrêtée. À quoi bon? La vérité n'avait pas sa place ici. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient un drame. Un méchant à haïr, des victimes à plaindre. C'est fou comme les réseaux sociaux peuvent transformer une victime en coupable en quelques clics. C'est un sentiment d'impuissance terrible. Si vous aussi, vous trouvez que cette justice de pacotille est insupportable, ou si vous avez déjà été jugé par des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire, dites-le moi dans les commentaires. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous répondu publiquement? J'ai choisi de suivre le conseil de Pépé Henry, le silence. J'ai désactivé les notifications, posé mon téléphone et j'ai essayé de respirer. Mais le mal était fait. Les mensonges se propageaient comme un incendie de forêt. Et je ne savais pas que le pire était à venir. Justine, hardie par le soutien en ligne, a décidé que la diffamation publique ne suffisait pas. Elle allait porter la guerre sur un autre terrain. Mon terrain. Elle allait essayer de détruire la seule chose qu'il me restait, la seule chose qu'il n'avait jamais pu me prendre, ma carrière. Le lundi matin, je suis arrivée au travail avec une boule au ventre. Mon agence de design est un petit espace ouvert, très collaboratif. J'aimais cette ambiance, mais ce jour-là, elle me semblait menaçante. Chaque regard, chaque murmure me semblait suspect. J'essayais de me concentrer sur mon écran, sur les lignes de code et les palettes de couleurs, mais les mots de Justine et de ma mère tournaient en boucle dans ma tête. À 10 heures, mon patron, Marc, un homme habituellement décontracté et souriant, s'est approché de mon bureau. Son visage était fermé. Aurélien, dans mon bureau, s'il te plaît. La boule dans mon ventre s'est transformée en un bloc de glace. En marchant derrière lui, j'ai senti les regards de mes collègues sur mon dos. La porte vitrée de son bureau s'est refermée derrière nous, étouffant les bruits de l'agence. Il m'a fait signe de m'asseoir. Il est resté silencieux un long moment, les doigts joints sur son bureau. Le silence était lourd de sous-entendus. J'ai reçu un email ce matin, a-t-il finalement dit, sans me regarder. Un email anonyme. Concernant toi. Mon sang s'est glacé. Je savais. C'était elle. Il semblerait que tu sois au milieu d'un conflit familial assez intense, a-t-il continué, choisissant ses mots avec soin. Cet email mentionne des accusations graves. Détournement de fonds familiaux. Manipulation d'une personne âgée. Instabilité psychologique. Chaque mot était un coup de poignard. Elle n'avait pas seulement menti. Elle avait utilisé des termes cliniques, juridiques, pour me faire passer pour un criminel, un prédateur. Elle avait transformé notre drame privé en un dossier à charge professionnelle. Marc, Ma voix était rauque. C'est un tissu de mensonges. C'est ma sœur. Ma famille et moi, nous avons un désaccord. Profond. Et elle essaie de me nuire. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert la conversation, j'ai montré à Marc le message de mon père, le like de ma sœur. Je lui ai résumé la situation en 2 minutes, sans les détails les plus sordides, mais en expliquant la pression financière que je subissais depuis des années et la décision que j'avais prise. Je comprends que cela puisse paraître alarmant, ai-je dit, ma voix gagnant en assurance. Mais c'est une affaire privée, et elle l'utilise comme une arme pour détruire ma réputation. Tout ce que je demande, c'est que vous me jugiez sur mon travail ici. Uniquement sur mon travail. Marc a écouté sans m'interrompre. Son visage était impassible. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête lentement, l'air pensif. Il a tapoté sur son clavier, puis a tourné son écran d'ordinateur vers moi. C'est pourquoi j'ai ignoré ceci, a-t-il dit. Sur l'écran, la page Google de notre agence était ouverte sur la section des avis. Une dizaine de nouveaux avis, tous notés 1 étoile, tous publiés entre 2 heures et 4 heures du matin.
Service client horrible. Un de leurs designers est un manipulateur. Fuyez. Ils emploient des personnes instables et malhonnêtes. J'ai entendu dire qu'un certain Aurélien y travaillait. Un conseil, protégez vos finances. C'était signé par des noms que je ne connaissais pas. Les amis de Justine. Son armée de followers mobilisée pour une campagne de démolition. J'ai senti la nausée monter. Elle ne voulait pas seulement me faire virer. Elle voulait salir le nom de l'entreprise qui m'avait fait confiance. Je suis désolé, Marc. Je ne sais pas quoi dire. Il a retourné son écran. Ce que tu vas dire, c'est rien. Tu vas retourner à ton bureau et continuer ton excellent travail. Laisse-moi gérer ça. Il a attrapé son téléphone. Je vais faire supprimer ces faux avis et notre avocat enverra une mise en demeure à l'expéditeur de cet email. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de vendetta personnelle. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de sympathie dans son regard. Règle tes affaires, Aurélien. Mais sache que ton poste n'est pas menacé. Ta vie privée est ta vie privée. Tant que tu es performant ici, c'est tout ce qui compte. Je suis sortie de son bureau, les jambes flageolantes, mais avec un sentiment de soulagement immense. J'avais évité le pire. Mais la haine de ma sœur venait d'atteindre un nouveau sommet. Elle était prête à tout pour me détruire. J'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais plus rester silencieux. La vérité devait éclater. Pas sur les réseaux sociaux. Mais là où ça comptait vraiment. Le soir même, j'étais chez Pépé Henry. Je lui ai raconté l'attaque sur mon lieu de travail, la voix encore tremblante de colère et de soulagement. Il a écouté, le visage dur comme la pierre. Quand j'ai eu fini, il n'a pas dit un mot. Il s'est levé, a ouvert un vieux secrétaire en bois, et en a sorti du papier à en-tête à son nom. Le silence est une bonne stratégie face à la folie, a-t-il dit. Mais face à la calomnie, la seule réponse est la vérité. Claire. Nette. Indiscutable. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons travaillé ensemble. Il ne s'agissait pas de rédiger un email plein de colère ou d'émotion. Il s'agissait d'établir des faits. Pépé Henry dictait, et je tapais, sa voix calme et posée contrastant avec la violence des informations que nous écrivions. L'objet de l'email était simple, clarification concernant la situation de la famille Blanchard. Il a commencé par se présenter comme le seul et unique propriétaire de la maison située à Rezé, acte de propriété à l'appui, que nous avons scanné et mis en pièces jointes. Il a ensuite détaillé, sans pathos, les conditions de leur hébergement. Ma fille Sylvie et son mari Gérard résident dans cette propriété à titre gracieux depuis l'automne 2013. Aucun contrat de location, verbal ou écrit, n'a jamais été établi. Aucune participation financière au loyer ou au remboursement d'un quelconque crédit n'a jamais été demandée ni versée. Puis, il est venu à mon rôle. Depuis plusieurs années, mon petit-fils, Aurélien, a pris en charge de sa propre initiative et par pure générosité l'intégralité des charges courantes associées à cette maison, taxes foncières, factures d'eau, d'électricité, de gaz et d'Internet. Cette situation, initialement présentée comme temporaire, est devenue permanente, créant une dépendance financière que je ne peux plus cautionner. Il a expliqué sa décision. La récente décision de mettre fin à cet hébergement sous un préavis légal de 60 jours est la mienne, et la mienne seule. Elle a été prise après mûre réflexion et fait suite à des événements récents qui m'ont prouvé que cette situation n'était plus saine pour personne, et surtout pas pour Aurélien. Enfin, il a conclu par une phrase qui a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Je comprends que les liens du sang sont importants. Mais ils ne doivent jamais devenir des chaînes. Être une famille ne dispense personne de ses responsabilités, ni de son respect pour le travail et les sacrifices des autres. Ce n'était pas une attaque, c'était une déposition. La vérité, simple et brute, livrée directement dans leur boîte de réception. La liste des destinataires était longue. Tous les oncles, tantes, cousins et cousines. Quelques amis très proches de la famille, ceux qui avaient commenté avec le plus de véhémence sur Facebook. Tu es sûr, Pépé, ai-je demandé avant de cliquer sur « Envoyer ». La lumière est le meilleur désinfectant, a-t-il répondu. J'ai cliqué. L'effet a été quasi immédiat.
Le vent a tourné. Les appels furieux ont cessé. Les messages accusateurs se sont taris. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était plus le calme avant la tempête. C'était le silence lourd et gêné qui suit une révélation embarrassante. Sur Facebook, certains commentaires de soutien à ma mère ont été discrètement supprimés. Une de mes tantes, qui avait été particulièrement virulente, m'a envoyé un message privé laconique, je ne savais pas. Je suis désolée. Le silence de mes parents et de ma sœur était assourdissant. Je pensais qu'ils allaient enfin abandonner, se terrer dans la honte. Je pensais que nous avions gagné la bataille de la vérité. J'étais naïf. Ils n'avaient pas abandonné. Ils cherchaient juste une autre arme. C'est alors que, 2 jours plus tard, dans ce silence presque agréable, un message d'un ancien camarade de lycée est apparu sur mon téléphone, contenant une question qui allait tout faire exploser à nouveau. Et, c'est pas la maison de tes parents sur Airbnb? Le message était accompagné d'un lien. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai cliqué. La page qui s'est ouverte affichait une annonce Airbnb. Les photos étaient professionnelles, lumineuses. Elles montraient un salon que je connaissais par cœur, mais réarrangé, dépersonnalisé. Des coussins neufs sur le canapé, un plaid négligemment jeté, une corbeille de fruits sur la table basse. La chambre de mes parents, transformée en suite parentale avec des serviettes pliées en forme de cygne sur le lit. Ma propre chambre d'enfant, rebaptisée la chambre d'amis cosy. Le titre de l'annonce était La retraite du cèdre, charme et tranquillité. Le cèdre. Le grand arbre du jardin où Pépé Henry avait construit une cabane pour ma mère quand elle était petite. L'hôte de l'annonce était une certaine Justine, avec une photo de profil souriante, la même qu'elle utilisait sur Instagram. Les commentaires des voyageurs étaient élogieux. Super séjour. Justine est une hôte incroyable. Maison magnifique et très propre. On reviendra. Les dates des commentaires s'étalaient sur les 6 derniers mois. Je suis restée figée, le téléphone à la main. Le monde semblait basculer au ralenti. Ce n'était pas seulement de la malhonnêteté. Ce n'était pas seulement de l'exploitation. C'était une trahison à un niveau que mon esprit peinait à concevoir. Ils n'avaient pas seulement vécu gratuitement dans la maison de mon grand-père. Ils n'avaient pas seulement laissé leur fils payer toutes leurs factures. Ils avaient, en plus, transformé sa générosité en un business lucratif. Ils louaient sa propriété, encaissaient l'argent, et pleuraient ensuite la pauvreté pour me faire payer leurs charges. La nausée m'est montée à la gorge. J'ai immédiatement appelé Pépé Henry. Airbnb, sa voix était un murmure glacé quand je lui ai tout expliqué. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence si dense que je pouvais presque sentir sa fureur contenue. Le livre d'or, a-t-il finalement dit, sa voix plate et dure. Quoi? Il y a toujours un livre d'or. Les gens qui aiment prétendre être ce qu'ils ne sont pas adorent collectionner les compliments écrits. Tu dois y aller. Tu leur dis que tu viens chercher de vieux cartons à la cave. Tu trouveras ce livre. L'idée de retourner là-bas, de leur faire face, me révulsait. Pépé, je ne peux pas. Si, tu peux, a-t-il coupé. Ils ne se douteront de rien. Ils pensent que tu as peur maintenant qu'ils ont attaqué ton travail. Vas-y, fais-le pour nous. Le lendemain matin, je me suis garée devant la maison. Le même portail vert, la même allée de gravier. J'avais l'impression d'être un cambrioleur dans ma propre histoire. J'ai sonné. C'est Justine qui a ouvert. Ses yeux étaient bouffis, mais son regard était plein de défis. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle craché. J'ai laissé des cartons de cours dans la cave. J'en ai besoin, ai-je menti, essayant de garder ma voix neutre. Elle a hésité, puis a haussé les épaules et s'est écartée. Fais vite. Maman se repose, tu l'as assez secouée comme ça. L'intérieur de la maison était étrange. Il sentait le désodorisant à la lavande, une odeur artificielle et agressive. Sur la petite table dans l'entrée, il y avait une pile de brochures touristiques de Nantes et un petit panneau en ardoise, Bienvenue à la retraite du Cèdre. Wi-Fi, Famille Blanchard 2023. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis descendue à la cave. L'odeur de moisi avait été remplacée par celle de l'humidité propre.
Des guirlandes lumineuses étaient accrochées aux poutres. Dans un coin, une petite étagère avec des serviettes de bain propres, des savons d'hôtel et un sèche-cheveux. Ils avaient aménagé la cave en une sorte de buanderie de luxe pour les invités. Et là, caché derrière la machine à laver, sous une pile de produits de nettoyage, il y avait un petit coffre en bois décoratif. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, des cartes de bienvenue, des mots de passe, des impressions des meilleures critiques Airbnb, et un carnet à spirale. Le livre d'or. Je l'ai feuilleté. Des dizaines de messages. Merci pour ce séjour parfait, Justine. Votre famille est adorable. Nantes est une ville magnifique, et votre maison est un havre de paix. Des noms, des dates, des villes d'origine. Des mois et des mois de duplicité, consignés à l'encre bleue sur du papier blanc. J'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié chaque page. Chaque mot. Chaque preuve de leur trahison. Mon cœur martelait si fort dans ma poitrine que j'avais peur qu'ils l'entendent à l'étage. Puis j'ai remis le livre dans le coffre derrière la machine, et je suis remontée. Justine était dans le couloir, les bras croisés. C'est bon? Oui, ai-je répondu. Je suis partie sans un regard en arrière. En m'asseyant dans ma voiture, j'ai regardé les photos sur mon téléphone. La preuve ultime. Je pensais que cette fois, c'était fini. Qu'ils ne pourraient plus nier. Mais je sous-estimais encore leur capacité à jouer les victimes. Avec les preuves de la sous-location illégale, l'avocat de Pépé Henry a immédiatement déposé une requête pour accélérer la procédure d'expulsion. La loi était de notre côté. Le préavis de 60 jours pouvait être réduit de manière significative. Face à la menace imminente, ma famille n'a pas paniqué. Ils ont adapté leur stratégie. Ils ont sorti leur carte maîtresse, la santé de ma mère. Le mercredi soir, j'ai reçu un appel d'une de mes tantes, la voix tremblante de panique. Aurélien, ta mère est à l'hôpital. Elle a fait un malaise cardiaque, les médecins pensent que c'est un infarctus. C'est de ta faute. Tout ce stress. Le monde s'est arrêté. La culpabilité, ce vieux poison familier, a envahi mes veines. L'avocat, l'Airbnb, la colère, tout a disparu. C'était ma mère. Et si c'était vrai? Et si je l'avais poussé à bout? J'étais sur le point de prendre ma voiture pour foncer aux urgences quand mon téléphone a sonné à nouveau. Pépé Henry. N'y va pas, a-t-il dit, sa voix calme tranchant avec ma panique. Mais Pépé, elle est à l'hôpital. Je sais. J'ai appelé. Pas elle. J'ai appelé mon ami, le docteur Marchand. Il est cardiologue au CHU de Nantes. Il est allé voir ta mère. Il y a eu une pause. Elle n'a pas fait d'infarctus. Elle a fait une crise d'angoisse. Une grosse. Les médecins lui ont dit de se reposer et d'éviter le stress. Elle n'est même pas en cardiologie, elle est en observation générale. La comédie. C'était une autre performance. Une tentative désespérée de m'attirer de nouveau dans leur filet par la pitié et la peur. La prise de conscience a été brutale. Ma propre mère était prête à simuler une crise cardiaque pour me manipuler. Ils ne reculeront devant rien, a dit Pépé. Alors, nous non plus. Le lendemain, Pépé Henry a organisé ce qu'il a appelé une intervention familiale. Il ne m'a pas prévenu. À 15 heures, il a sonné à la porte de la maison. Il n'était pas seul. Il était accompagné de 4 de ses plus vieux amis. Des hommes respectés dans la petite communauté de Rezé, un médecin à la retraite, un notaire, un ancien entrepreneur, et son avocat. Ma mère leur a ouvert, vêtue d'une robe de chambre, l'air faible et épuisé. En voyant le petit groupe d'hommes sur son seuil, son visage a blêmi. Mon père et Justine sont arrivés derrière elle, l'air agressif. « Qu'est-ce que ça veut dire, papa ?» a dit ma mère d'une voix tremblante. « Ça veut dire que le spectacle est terminé, Sylvie, » a répondu Pépé Henry calmement. Ils sont entrés et se sont assis dans le salon, ce même salon qui figurait sur Airbnb. Pépé a posé son dossier sur la table basse. Il a sorti les documents un par un. L'acte de propriété. L'email qu'il avait envoyé. Puis les photos des annonces Airbnb.
Les pages du livre d'or. Et enfin, une petite note du docteur Marchand, confirmant le diagnostic de crise d'angoisse aiguë sans complications cardiaques. Il a présenté les faits, sans élever la voix, sans une once de colère. Il a simplement exposé la vérité, pièce par pièce, devant ses amis, qui écoutaient en silence, le visage grave. Le silence dans la pièce était total. Ma mère a commencé à pleurer, de vraies larmes de rage et d'humiliation cette fois. Justine était blanche comme un linge, fixant les photos du livre d'or comme si elle voyait un fantôme. Et mon père, le regard de mon père a changé. Face à la vérité implacable, face à l'échec de leur dernière manipulation, son masque de victime est tombé. Mais ce n'était pas la honte que j'ai vue dans ses yeux. Ni le regret. C'était de la haine. Une haine pure, froide et venimeuse, dirigée vers mon grand-père. Et vers moi, même si je n'étais pas là. Il ne nous haïssait pas pour ce que nous avions fait. Il nous haïssait parce que nous l'avions démasqué. Vous avez fini, a-t-il sifflé entre ses dents. L'avocat de Pépé a pris la parole. Mon client est prêt à ne pas engager de poursuite pour sous-location illégale et fraude si vous quittez les lieux dans les 14 jours. La décision de justice vient de tomber. Vous avez 2 semaines. La bataille était terminée. Ils avaient perdu. Mais en voyant cette haine dans les yeux de mon père, je savais que la guerre, dans leur cœur, ne finirait jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les 14 jours qui ont suivi ont été étranges. Un silence radio total de leur part. Pas un appel, pas un message. Grâce aux amis de Pépé Henry, la vérité s'était répandue dans leur cercle social comme une traînée de poudre, éteignant l'incendie de leurs mensonges. Ils ne pouvaient plus jouer les martyrs. Ils étaient acculés, forcés de faire face aux conséquences de leurs actes dans l'humiliation et le silence. Un voisin m'a raconté avoir vu un camion de déménagement devant la maison un samedi matin. Ils sont partis discrètement, presque à la dérobée. Le jour où la maison a été officiellement vide, Pépé m'a appelé. C'est fini, Aurélien. Ils sont partis. Un poids énorme s'est soulevé de mes épaules. Un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de vivre sans. C'était la liberté. Les semaines suivantes, j'ai redécouvert la vie. Ma vie. L'argent que je gagnais était enfin le mien. J'ai ouvert un plan d'épargne, pas pour une urgence familiale, mais pour moi. Pour un voyage. Pour un projet. Manon, ma petite amie, qui avait été un roc silencieux et patient pendant toute cette épreuve, a semblé redécouvrir un nouvel homme. Tu souris différemment, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous nous promenions main dans la main le long de la Loire. Je respire différemment, ai-je répondu. Elle ne m'avait jamais posé de questions. Elle avait juste été là. Elle m'apportait à manger quand elle devinait que j'oubliais de dîner. Elle me prenait dans ses bras quand elle sentait la tension monter en moi. Elle n'avait pas besoin des détails sordides. Elle avait compris l'essentiel, j'étais en train de me libérer. Ensemble, nous avons commencé à faire des projets. Un week-end à Saint-Malo. Des billets pour un concert. Des choses simples, normales, que je m'étais toujours refusées, gardant chaque euro au cas où. Au cas où ma sœur aurait un problème de voiture. Au cas où mes parents auraient une dépense imprévue. Ce « au cas où » permanent avait dicté ma vie pendant une décennie. Pourtant, au milieu de cette nouvelle légèreté, une petite voix de culpabilité subsistait parfois. Étais-je allé trop loin? Était-il en difficulté? Pépé Henry, comme s'il lisait dans mes pensées, m'a dit une chose qui m'a beaucoup aidé, tu n'as pas créé leur situation, Aurélien. Tu as simplement cessé de la financer. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. La clarté. C'est exactement ça. Pour la première fois, je voyais ma famille pour ce qu'elle était, pas pour ce que j'espérais qu'elle soit. Prendre une telle décision, couper les ponts financiers même quand c'est la bonne chose à faire, est incroyablement difficile. La culpabilité est une émotion puissante. Si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà ressenti ce poids, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer la fin de cette histoire. Car croyez-moi,
Même s'ils étaient silencieux, ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Leur silence n'était pas une acceptation. C'était une préparation. 2 semaines après leur départ, alors que je commençais à peine à m'habituer à cette nouvelle paix, une enveloppe est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas de nom d'expéditeur. Juste mon nom et mon adresse, écrit avec l'écriture soignée et familière de mon père. J'ai ouvert l'enveloppe, le cœur battant, espérant secrètement, stupidement, des excuses. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une insulte déguisée en appel à l'aide. L'enveloppe contenait 2 documents. Le premier était une lettre de 4 pages, manuscrite. L'odeur du papier était imprégnée de l'eau de Cologne de mon père, une senteur amère et opulente qu'il portait pour les grandes occasions. Une senteur qui a toujours crié « Regardez-moi » avant même qu'il n'entre dans une pièce. Mon cher fils, commençait la lettre. J'ai failli ricaner. La suite était un chef-d'œuvre de manipulation psychologique. Il ne s'excusait pas. Jamais. Au lieu de ça, il parlait de sa profonde blessure, de la santé fragile de ma mère et de la détresse de Justine. Il a écrit des paragraphes entiers sur les souvenirs heureux, les vacances de notre enfance, les moments où nous étions une famille unie. C'était une tentative flagrante de réactiver le lien émotionnel, de me rappeler que j'étais, avant tout, leur fils. Nous avons tous fait des erreurs, écrivait-il. Le passé est le passé. Nous avons beaucoup réfléchi, et nous te pardonnons. Nous savons que tu ne pensais pas à mal, que tu as été influencé. Il me pardonnait. À moi. L'audace était si monumentale qu'elle en devenait presque comique. La fin de la lettre était le coup de grâce. Nous avons trouvé un petit appartement, mais repartir de zéro à notre âge est difficile. Nous ne te demandons rien, Aurélien. Juste un petit coup de pouce. Une simple formalité pour nous aider à obtenir un prêt pour les meubles et la caution. Tu es notre fils, nous savons que tu as un bon cœur et que tu ne refuseras pas. Le deuxième document était un formulaire de demande de prêt à la consommation. 10 000 €. La plupart des champs étaient déjà remplis. Et là, dans la section « Co-emprunteur garant », mon nom, mon adresse et même mon numéro de sécurité sociale étaient déjà tapés. Il ne manquait qu'une chose. Ma signature. Je suis resté là, dans mon entrée, les papiers à la main. Et j'ai éclaté de rire. Pas un rire joyeux. Un rire silencieux, à bout de souffle, qui faisait mal aux abdominaux. Un rire de pure incrédulité. Après tout ça. Après le bannissement. L'expulsion. La guerre publique. Les mensonges. L'humiliation. Ils pensaient encore que j'étais leur plan de secours. Leur garantie financière. Leur signature facile. Ils n'avaient rien appris. Absolument rien. Ils n'avaient pas changé. Ils avaient simplement changé de tactique, passant de l'agression à la supplication mielleuse. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à chez Pépé Henry. Il était sur son perron, en train de tailler un rosier. Il a vu l'enveloppe dans ma main et a soupiré avant même que je ne parle. « Laisse-moi deviner », a-t-il dit. « Ils ont besoin d'argent. » Pire, ai-je répondu. Ils ont besoin de mon nom. Je lui ai tendu les papiers. Il les a lus, les sourcils froncés. Quand il a vu mon numéro de sécurité sociale déjà imprimé, son visage s'est durci. C'est illégal, ça. Utiliser tes informations personnelles sans ton consentement. Il a secoué la tête. Il ne touche pas le fond. Il continue de creuser. Je me suis appuyé contre la balustrade. Je ne sais même plus si je dois être en colère ou juste fatigué. Tu as le droit d'être les deux, a dit Pépé. Puis il a pris les choses en main. Le lendemain, il a appelé son avocat. Ensemble, ils ont mis en place un bouclier de protection autour de moi. Un gel de mon crédit, empêchant toute nouvelle demande en mon nom. Des alertes de fraude sur tous mes comptes. Et une lettre de mise en demeure envoyée à mes parents, leur interdisant formellement d'utiliser mes informations personnelles à l'avenir, sous peine de poursuites judiciaires. Ils ne pourront plus toucher un centime qui t'appartient, m'a assuré Pépé. Et s'ils essaient, ils me trouveront sur leur chemin. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti complètement en sécurité. Non seulement libre,
mais en sécurité. Je savais que la tentative de la lettre était leur dernier coup. Leur dernière cartouche. Et elle avait échoué. Leur silence, après ça, était définitif. La guerre était vraiment finie. Les mois qui ont suivi ont été une révélation. La vie sans ce drame constant en arrière-plan était simple. Paisible. Mon travail a prospéré. J'ai eu une promotion. Manon et moi avons finalement fait ce voyage à Saint-Malo, marchant sur les remparts face au vent, sans une once de culpabilité. C'était un bonheur pur, simple, qui m'appartenait. J'entendais parfois des nouvelles de ma famille par le biais de la famille éloignée. Mes parents avaient pris des petits boulots à temps partiel, se plaignant constamment de leur sort. Justine avait déménagé à Lyon, essayant de lancer une nouvelle carrière de coach de vie, publiant des citations sur l'importance d'éliminer les personnes toxiques de sa vie. L'ironie était presque douloureuse. Un après-midi d'automne, Pépé Henry et moi sommes retournés à la maison de Rosée. Elle était vide, silencieuse. La poussière dansait dans les rayons de soleil qui filtraient par les fenêtres nues. Elle semblait plus petite, dépouillée de ses illusions. Dans un coin du salon, ils avaient laissé une seule chose derrière eux, un cadre photo brisé. C'était une photo de la remise de diplôme de Justine. Nous sourions tous. Tu peux le garder, ou tu peux le laisser, a dit Pépé. Dans tous les cas, ne le porte pas avec toi. Je l'ai reposé doucement sur le rebord de la fenêtre. Je le laisse, ai-je murmuré. En sortant, il a fermé la porte à clé et m'a tendu un double. Au cas où tu changerais d'avis. Je ne changerai pas d'avis, ai-je dit. Je sais, a-t-il souri. Mais garde-la quand même. Parfois, la meilleure façon de tourner la page, c'est de savoir qu'on pourrait revenir en arrière, mais de choisir de ne pas le faire. J'ai glissé la clé dans ma poche. Elle était plus légère que ce à quoi je m'attendais. Ce soir-là, assis sur mon balcon, regardant le ciel de Nantes passer du doré au violet, j'ai repensé à tout. Le texto. L'expulsion. Les mensonges. La lettre. Et j'ai compris. Ce n'était pas une tragédie. C'était une transformation. Pendant des années, j'avais été la colle qui maintenait un tableau brisé. Mais parfois, laisser les fissures apparaître est la seule façon de construire quelque chose de plus fort, même si ce quelque chose, c'est simplement soi-même. Mon téléphone a vibré sur la table. Une notification d'email. L'objet était « Votre demande de crédit a été refusée, dossier Blanchard, Gérard ». C'était la banque. Ils avaient essayé une dernière fois, sans ma signature. Et ils avaient échoué. J'ai souri. Pour la première fois, un refus ressemblait à la justice. Juste en dessous, un autre email. Un message du notaire de Pépé Henry. Je l'ai ouvert, perplexe. L'objet était « Acte de donation, propriété de Rosée ». Mon cœur a raté un battement. J'ai lu le corps du message. Pépé Henry, discrètement, avait engagé les procédures pour me faire donation de la maison. Sa maison. Pour, selon les termes du notaire, assurer mon avenir et reconnaître les sacrifices passés. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai appelé mon grand-père. Je n'arrivais pas à parler, j'étais trop émue. Il a juste ri doucement à l'autre bout du fil. Une maison, c'est fait pour être un refuge, pas une prison, mon garçon. Elle est à toi. Fais en ce que tu veux. Voilà, Lula, vis. Mais ne laisse plus jamais personne te faire croire que tu leur dois quelque chose. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps dans le silence du soir. La paix. Elle n'arrive pas en fanfare. Elle s'installe doucement, comme l'aube après une longue nuit. Certaines personnes ne brisent pas vos limites. Elles prétendent qu'elles n'ont jamais existé. Vous ne leur devez pas une autre chance. Vous vous devez à vous-même l'espace pour guérir, pour vous reconstruire, et pour vous souvenir de votre propre valeur. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, si vous avez vécu une situation où vous avez dû choisir entre votre bien-être et les attentes de votre famille, j'aimerais beaucoup lire votre expérience dans les commentaires. Partageons nos histoires, non pas pour nous plaindre, mais pour nous rappeler les uns les autres que nous ne sommes pas seuls.
N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Prenez soin de vous, et à très bientôt.